Bonjour, je vais aborder ici avec vous un sujet qui me paraît d'une grande importance pour comprendre énormément de choses dans les comportements que nous avons l'un par rapport à l'autre, le runner, le chaser dans nos dynamiques, dans nos duos de flammes jumelles, et savoir pourquoi certains comportements presque réflexes se mettent en place et pourquoi il y a des soucis de communication à certains moments et pourquoi il y a des peurs aussi, tout cela à un niveau inconscient. Parfois elles sont quand même ressenties de manière plus consciente, mais c'est plus rare. Et que se passe-t-il à ce niveau-là, au niveau de la psyché, au niveau du mental, au niveau de l'inconscient, du subconscient, du conscient, de la conscience? Qu'est-ce qui est dans la conscience, qu'est-ce qui n'est pas encore ramené à la conscience, et toute cette possibilité donc qu'il y ait des croyances limitantes, des fausses croyances, des programmations et des conditionnements, comme le titre cette vidéo. Alors pour ce moment ici plutôt de mise au point, de faire le tour des définitions plutôt que de voir comment fonctionne tel ou tel conditionnement ou croyance ou programmation. On le verra dans un second temps. Je voulais reprendre avec vous ces notions de croyance, fausses croyances, croyances limitantes, conditionnement et programmation, tout simplement quant à leur définition. Donc, dans le duo que nous formons avec notre autre, dans cette relation de flamme jumelle, se posent donc toutes ces questions de nos réactions inappropriées bien souvent, puisque c'est une relation vraiment qui ne ressemble pas à une relation amoureuse classique, et notamment pour beaucoup, encore une fois pour le dire, il n'y a pas eu de relation amoureuse, relation charnelle. Pour d'autres, il y a mes difficultés donc à vivre cette relation amoureuse, d'où séparation aussi. Et puis pour certaines et certains, encore plus particuliers, ce serait vraiment une troisième catégorie. Les personnes vivent ensemble, mais il est quand même important donc de voir ce sujet, ce thème des croyances, des programmations et des conditionnements qui font adopter certains comportements à l'un et à l'autre. Est-ce qu'il y a plus de certains comportements chez l'un que chez l'autre et vice-versa? Sûrement, puisque nous sommes en complémentarité opposée avec des mécanismes de fonctionnement, des mécanismes réactionnels différents quant à notre psychologie, mais aussi quant à ce qui se passe dans le corps au niveau des ressentis et qui vont avoir leur manifestation au niveau du verbe, de la parole, au niveau des sentiments qui vont être exprimés ou pas, et au niveau de tout ce qui est aussi enfoui dans l'inconscient et qui a sa correspondance dans l'autre sens, dans les tensions corporelles, pour mettre encore en lien ces différents plans sur lesquels nous fonctionnons. Quand le psychologique se met en route, il y a aussi des correspondances de réactions au niveau physique et vice-versa, le tout en lien avec le développement personnel, le développement spirituel de chacun et chacune, bien sûr, dans ce duo. Alors, en titre, donc, programmation, conditionnement, croyances, fausses croyances, croyances limitantes. D'où viennent tous ces comportements? Quels sont-ils donc dans nos fonctionnements, nos ressentis au regard des attitudes de l'autre? Quels sont tous ces mécanismes comportementaux que nous avons à un niveau psychologique? Et quelle que soit la façon dont nous vivons cette relation, quel que soit le nombre de fois où nous nous sommes vus, où nous avons échangé, tout cela nous pousse donc sans nul doute à y regarder vraiment de plus près quant à ces mécanismes, alors que nous n'aurions pas forcément porté une telle attention dans un autre style de relation amoureuse. Ici, on a besoin vraiment de faire un focus pour comprendre et pour dénouer et pour libérer tous ces mécanismes inconscients qui font entrave et obstacle à cette relation pour partie et pour grande partie, même si ça se dénoue à plusieurs niveaux. Notamment donc les paroles ou les actes inadaptés de l'un ou de l'autre, comme je le disais encore avant, ou plus ou moins dans l'émotionnel, nous poussent encore une fois à y regarder de près, à les prendre en compte, à les observer et à voir ce qu'ils veulent dire, ce qu'ils expriment, d'où ils viennent. Voilà pourquoi j'aborde ce sujet. Et comment faire pour en limiter les conséquences quant aux obstructions, aux obstacles que ces comportements inadaptés peuvent opposer.
à la relation à l'un et à l'autre dans la communication aussi. Donc parfois même certains comportements paraissent vraiment mécaniques, automatiques, comme non volontaires, impromptus, et puis on pourrait presque dire aussi décalés. Ça m'amène donc beaucoup depuis un bout de temps à réfléchir à ces réactions en les observant, en essayant d'en déterminer les causes et à réfléchir précisément à ces réflexes conditionnés. On serait presque dans les réflexes étudiés chez le chien de Pavlov en biologie. Ces réflexes conditionnés de réponse à un niveau psychologique, donc dans les échanges relationnels entre les jumeaux, dans nos relations, quelle qu'en soit la nature, donc ces réflexes conditionnés, et qui engendrent donc pour moi ces fameux blocages. Si je comprends d'où viennent, comment fonctionnent ces fausses croyances, ces programmations et conditionnements, alors je pense, pour ma part, que j'ai la clé déjà de lecture, en tout cas, de résolution de ces blocages. Avec le pendant, la correspondance, vous m'entendez le dire souvent dans les vidéos ici et depuis le début, la correspondance dans le corps et le fait que ce sera par le corps physique que l'on va aller dénouer ces blocages et qu'on va aller rechercher des mémoires, qu'on va aller lever ces mémoires inconscientes dans la psyché avec la programmation physique à l'intérieur du corps, ces mémoires, et en levant ces mémoires, en débloquant, en allant chercher tous ces nœuds, où est-ce qu'ils se situent dans le corps, avec leur correspondance en lecture psychologique. Pour moi, on dénouera à ce niveau-là les blocages dans la relation et entre les deux jumeaux, j'en suis vraiment là. Ça se passe même dans les relations âme-sœur, je le vois puisque moi je vois beaucoup plus de problématiques en cabinet, donc en séance, avec des personnes qui sont dans une relation âme-sœur et ces blocages au niveau du corps que l'on peut lever, qui correspondent à des mémoires et qui permettent vraiment à la personne de se libérer, à couper les liens aliénants avec l'autre personne avec laquelle elle est en relation amoureuse et à libérer vraiment cette relation et les souffrances aussi, et soit à faire le choix donc de continuer mais sereinement cette fois cette relation, soit si les liens sont coupés, faire en sorte qu'il n'y ait plus de dépendance et de souffrance et donc continuer autrement et séparément dans cette option-là. Pour les flammes jumelles, n'ayant vu que l'un, donc les chasers pour moi, un seul des deux jumeaux, je n'ai pas de retour sur la libération puisque ce sont des personnes qui ne sont pas en relation. La libération au niveau de l'autre, c'est en cours en tout cas, il n'y a pas encore de retour, c'est trop neuf pour voir exactement ce que l'on a réussi à faire, ce qu'il s'est passé comme résultat, mais vraiment de manière précise, et voir ce qu'il y aurait encore à faire, sachant que parfois il faut plusieurs séances pour lever des mémoires engrammées, mémoriser de manière inconsciente de ce qui est enfoui dans l'inconscient d'ailleurs. Donc d'où viennent ces réactions désadaptées à un niveau relationnel, à un niveau psychologique, et quelle en est la raison? Donc j'ai mis plusieurs mots dans ce titre, croyances, programmation, conditionnement. On va les définir et on va commencer par les croyances. J'ai pris tout simplement la définition donc de Wikipédia, ici elle me va bien. Donc croyance, c'est le processus mental expérimenté par une personne qui adhère à une thèse ou à une hypothèse considérée comme vérité, indépendamment des faits ou en l'absence de faits. Traduction dit plus simplement, c'est une idée, une croyance, une pensée qui ne se base donc pas sur les faits. Il y a une idée et j'y crois. Je citerai donc, après cette définition, toutes les fausses croyances que l'on peut avoir et croyances limitantes à un niveau psychologique. Par exemple, une croyance sur soi-même, je suis maladroit, je suis maladroite. Je le crois depuis tout petit et donc j'ai ce fonctionnement-là de penser avant même d'avoir fait quoi que ce soit que de toute façon je suis maladroit, maladroite. Donc ça va conditionner dans les faits ce qui risque d'arriver quand je pose un acte. Si je l'ai en tête, cette croyance de manière peut-être très inconsciente que je suis maladroite ou maladroit, évidemment dans mes gestes ça ne va pas se passer aussi bien que si je n'avais pas cette croyance. Une autre croyance au niveau de soi-même, donc je ne mérite pas d'être aimé. Ça, c'est le genre de
fausse croyance sur soi-même, donc qui est très inconsciente et que l'on ressort en séance thérapeutique. Ça ne ressort pas tout seul comme ça dans la vie du quotidien. Ou encore une autre fausse croyance dans un excès positif, dans un complexe de supériorité. Par exemple, donc seules les personnes de mon niveau intellectuel et de ma catégorie socio-professionnelle méritent mon intérêt, méritent que je m'intéresse à elles, que je leur parle, que j'échange avec elles. Ce serait une croyance limitante dans le sens où la personne va s'empêcher d'échanger avec tout le monde en croyant que toutes les personnes de cette terre ne peuvent pas lui apporter quelque chose de manière égale, quel que soit ce que ça lui apporte. Encore un autre exemple. Ou alors, je ne peux pas être une femme, mère de famille, surtout si j'ai beaucoup d'enfants, et être chef d'entreprise. Ces trois choses en même temps, je pourrais avoir la fausse croyance qu'elles sont antagonistes et qu'elles m'empêchent de réaliser une de ces trois parties. En étant femme, mère de famille, chef d'entreprise, ça n'est pas possible dans une fausse croyance que l'on pourrait avoir. On est soit mère de famille, soit femme, soit chef d'entreprise, soit les deux peut-être, mais les trois fausses croyances, non, attention, impossible, seraient engrammées cette fausse croyance dans l'inconscient. Pour le chaser, pour se rapporter à nos fonctionnements spécifiques en tant que flamme jumelle, on pourrait citer par exemple je dois être fort pour ne pas perdre la face. Voici une fausse croyance qui pourrait être celle d'un chaser. Ou encore, je n'ai pas besoin de l'aide de qui que ce soit et je dois y arriver seul. Ou alors encore une croyance du chaser aussi que je lui attribuerais, moi je ne suis pas comprise, pas compris. Ou encore dans le même style, je dois être performant si je veux mériter les cadeaux de la vie, l'abondance de la vie. Je n'ai pas le droit d'avoir quoi que ce soit si je ne suis pas assez performante. Donc croyance limitante, je me limite là-dessus aussi. Pour le runner, on peut citer d'autres croyances en face aussi. Celle dont je parle le plus souvent peut-être, je dois être aimable et répondre aux attentes des autres pour faire partie d'un certain groupe, celui dans lequel je veux m'insérer, celui dans lequel je veux être acceptée. Je dois être aimable et répondre aux attentes pour être appréciée et être aimée. Ou alors, je ne dois pas me laisser aller à des sentiments amoureux trop profonds, me laisser aller à aimer vraiment, sinon je risque d'être trahie. Et comme je l'ai déjà été, peut-être pour une première expérience, ce runner, pris dans cette émotion de cette expérience, dans ces sentiments négatifs, alors inconsciemment, il a mis dans sa tête cette fausse croyance que s'il aimait vraiment, complètement dans le lâcher-prise, en étant complètement à nu, c'était dangereux. Fausse croyance imprimée dans l'inconscient. Et puis il s'empêchera d'aimer à nouveau de manière complètement dans le lâcher-prise, à donner tout ce qu'il peut, très sincèrement. Et il va s'empêcher avec cette croyance limitante d'aimer vraiment. Ou alors... Pardon. Je dois me plier aux règles de la société telles qu'elles sont données si je veux bien vivre. Je dois faire des compromis, par exemple, m'adapter. Bien sûr, le compromis, c'est une adaptation. Je dois me plier à ces règles de la société et faire des compromis, m'adapter si je veux bien vivre. Si je veux avoir le droit d'avoir ma maison, mon salaire, ma voiture, ma vie confortable, je dois m'adapter et faire des compromis. Je ne peux pas avoir tout ça, tous ces biens matériels, tout ce confort, si je ne fais pas des compromis. Fausse croyance. Est-ce qu'elle est limitante ? Voilà, on pourrait discuter dans le fond des choses. Est-ce que ça apporte plus que ça ne retire ? Est-ce que ça limite vraiment ou est-ce que ça ouvre ? Est-ce que ça pervertit la personne ? Tout dépend des compromis, bien sûr, si on voulait aller dans le détail. Une dernière fausse croyance chez le runner, ça pourrait être je m'y oblige. Et je dois faire fi de certaines valeurs. Donc pour y arriver, pour avoir ce confort, je suis obligée de faire fi, de faire l'impasse sur certaines valeurs. Voilà encore une autre fausse croyance. On pourrait revenir aussi sur ce qui influence notre cerveau
avec des fausses croyances à un niveau collectif. Les fausses croyances collectives, un auteur que je peux citer, puisque je l'ai vu passer par là en ayant certaines lectures, un sociologue, si je ne me trompe pas, qui est Raymond Boudon, B-O-U-D-O-N, a écrit donc sur les fausses croyances collectives. Ça peut être intéressant si vous voulez prolonger la réflexion d'aller voir cet auteur, et puis il y en aura bien d'autres aussi. C'est toujours délicat de citer un auteur, que ce soit dans la bulle flamme jumelle d'ailleurs ou à l'extérieur, parce que comme il y en a d'autres, on risque d'oublier tous les autres. Je vous en cite un quand même pour aujourd'hui. Ces fausses croyances collectives qui influencent aussi notre cerveau, qu'elles soient vraies ou fausses, on est nombreux et nombreux en tant qu'être humain à adhérer à certaines de ces croyances collectives de manière inconsciente, encore une fois, parce que là, il y a un risque, si l'on n'y adhère pas, donc ces croyances collectives, qu'elles soient vraies ou fausses, en y adhérant, ça nous permet de ne pas être exclus du groupe. C'est un petit peu la menace qui pèse quand il y a des croyances collectives où la grande majeure partie des êtres humains, à laquelle la grande partie des êtres humains donc adhèrent. Si l'on n'y croit pas, on risque l'exclusion du groupe. Or, l'être humain fonctionnant principalement, pas tous les êtres humains non plus, surtout s'il y a eu travail sur ces fonctionnements inconscients, ces fonctionnements involontaires, tous n'auront pas peur d'être exclus du groupe et de devoir fonctionner en solitaire. Quelques rares y arrivent, ont déjà travaillé sur se mettre à part de la société parce qu'ils ne se retrouvent pas dans les valeurs de celle-ci, notamment par exemple la société occidentale comme en France. Mais rares sont quand même les personnes qui n'ont pas cette peur inconsciente, encore une peur, on pourrait vraiment en lister beaucoup, d'être exclu du groupe. Exclusion du groupe à un niveau plus animal, dans le cerveau animal, ça veut dire plus de survie, c'est la mort, si je suis exclu du groupe et que je suis seule. Encore une croyance inconsciente qui en plus fait que l'on adhère à des fausses croyances collectives. On pourrait en citer beaucoup. Il y a déjà les croyances religieuses. Alors qu'est-ce qu'il y a de faux ou de vrai dans les religions ? On ne pourra pas en débattre ici, bien sûr, ça n'est pas le thème dans le détail. Mais il y a donc des croyances erronées dictées par les religions. Pour moi, bien sûr, pour les personnes qui adhèrent à 100% à une religion, ça ne sera pas vrai. Pour moi qui n'adhère pas à une religion en particulier, mais qui peut y regarder dans toutes les religions, je vois dans certains dogmes des fausses croyances. Je pourrais en citer une issue de la religion. La plus énorme pour moi, c'est notamment en tant que femme et femme mère de plusieurs enfants, tu enfanteras dans la douleur. Je vais peut-être vous en apprendre une en tant que femme ayant eu des enfants. Certaines femmes dans ce monde, et depuis la nuit des temps, même si elles sont rares, enfantent, sinon sans douleur, sinon avec plaisir, bonheur, voire même orgasme, ce qui peut être très tabou, enfantent sans aucune douleur. Voilà, l'un ou l'autre. Il y a donc 3 façons d'enfanter. Dans la douleur, sans aucune douleur, ou dans le plaisir total. Et ça, c'est une croyance qui est une fausse croyance pour moi que de devoir enfanter dans la douleur quand on est femme. Évidemment, nous toutes qui avons mis des enfants au monde, nous avons très souvent enfanté dans la douleur. Est-ce pour autant qu'il n'est pas possible de faire autrement ? Grande parenthèse pour citer un dogme de religion et une fausse croyance pour moi qui est extrêmement néfaste et extrêmement vecteur de souffrance pour les femmes et pour les enfants. Quand on sait ô combien la naissance imprime dans le cerveau de l'enfant beaucoup de choses pour toute la vie, il est dommage de ne pas pouvoir mettre au monde dans la non-douleur, dans la non-souffrance. Autre exemple de croyance collective qui influence notre cerveau, une toute simple, les gens pauvres sont des personnes qui ne veulent pas travailler. Donc c'est normal, c'est de leur faute, ils sont pauvres et c'est parce qu'ils ne veulent pas travailler. Ou alors une croyance collective actuelle, quoique on revient un petit peu dessus, dans des milieux plus alternatifs qui ont creusé un petit peu la question, croisé aussi d'ailleurs, ils l'ont chaudement croisé la question. Donc cette croyance collective, le réchauffement de la planète est dû au trou dans la couche d'ozone.
Alors je sais, ça fait polémique, on pourrait en discuter aussi par ailleurs, ce serait long ici parce que tout le monde n'est pas d'accord. Autre croyance collective, encore une qui peut faire polémique, non, je ne le fais pas exprès et non, je ne veux pas semer la discorde. Simplement, ce thème des fausses croyances collectives est passionnant parce que quand on y regarde de près, on trouve des éléments pour démonter un petit peu ces fausses croyances collectives et voir que les avancées scientifiques, sociologiques, psychologiques nous montrent que finalement ça fonctionne autrement que ce qu'on croyait. Donc un autre exemple, les microbes sont néfastes et veulent nous rendre malades, en plus de la croyance sur la contagion qu'on pourrait revoir un petit peu aussi. Pas que la contagion ne soit pas réelle, mais elle n'est pas toujours efficace à 100%, cette contagion. Sinon, nous serions toutes et tous morts avec les microbes pathogènes, certains qui deviennent pathogènes à certains moments. C'est en tout cas ma croyance. Et je pense que la croyance absolue de dire les microbes sont néfastes, c'est une fausse croyance collective. Pour moi, bien sûr, les fausses croyances des uns ne vont pas être les fausses croyances des autres. Il va falloir encore accepter d'être différents quant à ce que nous mettons les unes et les autres derrière fausses croyances collectives. Je pourrais en citer une dernière, donc il n'est pas possible d'être en bonne santé uniquement avec des méthodes naturelles. Ah, voilà quelqu'un qui est en train de défendre la liberté thérapeutique au niveau européen et les médecines naturelles. Petite touche personnelle. Pour moi, c'est une fausse croyance de croire qu'il n'est pas possible d'être en bonne santé uniquement avec des méthodes naturelles. Bien sûr, en dehors des situations d'urgence, accidents lésionnels, crise cardiaque, voilà, toutes les situations aiguës. Je précise aussi, pour que mon propos soit bien compris, et ce serait plus long de m'en expliquer, évidemment, ne prenez pas une seule phrase pour argent comptant alors qu'elle mériterait d'être explicitée plus longuement. Ce sont des exemples, pas des démonstrations dans le détail ici. Une croyance collective que je pourrais citer encore, nous avons besoin d'un gouvernement, quel qu'il soit, pour nous diriger. Comme si le peuple n'avait pas des solutions très créatives pour se diriger lui-même. Ou alors, les extraterrestres n'existent pas. C'est une croyance collective qu'il y a eu pendant beaucoup d'années. Les moins jeunes d'entre nous ont quand même beaucoup été élevés dans cette croyance que nous étions les seuls, au moins dans ce système solaire, et que les extraterrestres, c'était un mythe, c'était une invention, c'était une idée farfelue issue de certains cerveaux. Voilà. Beaucoup encore croient que les extraterrestres n'existent pas, qu'il n'y a pas d'autre vie sur d'autres planètes et qu'on ne serait pas déjà en connexion avec ces autres vies, que nous sommes seuls dans l'univers même presque. Ou encore le corps physique est programmé pour mourir. Celle-ci, elle est très dans mon domaine d'activité aussi, parce que si on y regarde de près, le corps se régénérant, toutes cellules de tout système d'organes en 12 mois, certaines plus vite que d'autres, 28 jours, je le cite à chaque fois, pour le derme, la peau, nous nous régénérons complètement au niveau cellulaire en 12 mois. Alors, pourquoi le corps physique meurt quand même, puisqu'il a cette capacité d'auto-régénération? Intéressant. Encore une dernière, nous avons besoin d'un sauveur pour sauver l'humanité. Ou l'être humain doit lutter pour survivre. Il n'est pas possible de vivre sur Terre sans lutter. Voilà une belle fausse croyance aussi, très imprimée dans les inconscients. Voilà pour la notion de croyance, fausse croyance, croyance limitante. Donc à côté, je voulais aussi parler des conditionnements, puisque ça fonctionne un petit peu différemment, avec la définition de l'Encyclopædia Universalis en psychologie scientifique, elle me va un petit peu mieux. Qu'est-ce que les conditionnements? Donc, ce sont les mécanismes d'acquisition des comportements à la faveur de certaines relations précises entre les réactions de l'organisme et les stimulations du milieu. Elle est un peu longue, donc en résumé, on pourra parler de conditionnement classique, qui est l'association entre deux stimuli, et le conditionnement opérant, qui est l'association entre un stimulus et une réponse. Voilà qui est un petit peu plus synthétique et facile à comprendre. Conditionnement, donc association entre un stimulus et une réponse. La question est donc, après la définition de ce mot, conditionnement, est-ce que nous fonctionnons de manière libre
autonome, volontaire ou de manière conditionnée, avec des réactions conditionnées. Nos réactions physiques et psychiques à l'environnement extérieur, et même à certains stimuli intérieurs, sont-elles des réactions conditionnées, des mécanismes automatiques, voire incontrôlés, sans que nous en ayons réellement donné l'ordre de manière consciente. Voilà qui est intéressant pour moi d'y réfléchir au niveau de ce que sont ces conditionnements pour nous, de comment ils nous affectent, des conséquences qu'ils opèrent sur nos réactions et sur nos comportements. Nos comportements obéissent-ils à des conditionnements ou sont-ils toujours volontaires ? Nous savons très bien que non, ils ne sont pas toujours volontaires et justement, ils sont souvent issus de conditionnements. Conditionnement, ça veut dire aussi condition, conditionner. Est-ce que nous sommes-nous maîtres de nous-mêmes dans nos comportements et dans nos réactions, dans nos pensées, dans nos émotions? Pour moi, il n'y en a que deux, pour le rappeler aussi, les émotions, peur et amour, antagonistes, donc à l'opposé, et dans nos sentiments, sentiments du plus négatif au plus positif. À quoi obéissent tous nos comportements, tout ce que nous ressentons au niveau du corps, des émotions, tout ce que nous avons comme sentiment, pour moi, il serait plus dans la psyché, et tout ce que nous avons comme pensée issue du mental. Qu'est-ce qui serait issu ici des conditionnements? Et si nous ne sommes pas maîtres de nos réactions, de nos pensées, de nos sentiments, qu'est-ce qui pourrait les dicter à la place de notre volonté? Qu'est-ce qui pourrait les dicter ou qui pourrait les dicter? Voilà, ici, en parlant de conditionnement, je reste sur définition des questionnements pour déjà poser un petit peu le tableau de nos fonctionnements qui ne sont pas si volontaires et décidés par nous-mêmes que cela, et on s'en rend compte seulement quand on s'y intéresse de près. Tant que l'on ne s'y est pas intéressé de près, on ne se rend pas compte du fait que nous fonctionnons beaucoup plus souvent sûrement de manière conditionnée, alors conditionnée par ce qui s'est passé dans notre enfance, par des croyances personnelles, croyances limitantes ou fausses croyances, et par des croyances collectives pour refaire le lien avec la partie croyance. Et j'en termine donc avec cette troisième partie où on pourra parler aussi de programmation, au sens programmation mentale, programmation psychologique. Dans la définition, donc, c'est une étude, donc, les programmations mentales, on peut se reporter plutôt qu'aux définitions, donc aux études faites sur le comportement humain et notamment les expériences aussi en parallèle et auparavant faites sur les animaux par Skinner, notamment sur ces rats. Et la définition de Freud, ou en tout cas la façon de considérer les programmations mentales par Freud, avec le ça, c'est dit A, donc le ça et ses pulsions, qu'il voudrait s'installer dans le moi, nous dit Freud, donc le moi-je, l'ego, on pourrait revenir encore à cet ego, le ça et ses pulsions qui voudraient s'installer dans le moi, et avec, entre les deux, comme une sorte de tampon de celui qui va faire le juge entre les pulsions du ça et l'installation de ces pulsions dans le moi, ce qu'il a appelé le surmoi, en un seul mot, qui viendrait donc réguler entre les deux. Alors ces programmations au niveau psychologique, sans pouvoir entrer dans le détail non plus, ça mériterait un long développement. Ça n'est pas ma partie non plus, je ne suis pas experte. Je veux juste par cette première vidéo, puisqu'il y en aura une seconde qui suivra peu de temps après, vous amener à voir ô combien dans nos relations flammes jumelles avec notre jumeau, il y a dans cet inconscient, donc une partie de notre psyché auquel nous n'avons pas accès directement, beaucoup de conditionnements, de fausses croyances, de programmation, et tout ça de manière très limitante qui peuvent expliquer pourquoi nous n'y arrivons pas tout simplement dans cette relation aussi, entre autres. Ce sera encore incomplet et ce sera uniquement au niveau
pas que psychologique pour moi finalement, puisque ça concerne aussi des programmations en lien avec la survie, donc en lien avec le corporel et le physique, et en lien avec les raisons qui impriment ces conditionnements ou qui maintiennent ces conditionnements, en lien avec de l'énergétique. Encore une fois, je ferai dans cette seconde partie le lien entre tout cela. En tout cas, j'espère y arriver pour vous présenter une réflexion comme je mène ici, sinon suffisamment succincte, en tout cas avec des parties de compréhension qui permettront encore une fois d'avoir des clés pour aller dénouer. La programmation psychologique, on en parle et on dit qu'elle est aussi fonction des plaisirs qu'un acte apporte, et on programme son cerveau en fonction du plaisir que telle ou telle chose nous a apporté. Et on aime à reproduire cet acte, ce qui nous apporte ce plaisir, ce qui programme notre cerveau. On parle aussi de programmation en fonction des paramètres sociaux, notamment un exemple de ce qui est bien et ce qui est mal. Toutes ces programmations, en tout cas un bon nombre, se font encore une fois dans l'enfance. Un enfant qui a cassé un objet, qui ne l'a pas fait exprès, les parents ou les adultes qui étaient là n'ont pas forcément vu le détail de ce qui s'est passé. Peut-être que ça n'est pas de sa faute, mais un adulte qui est un peu dans le stress, un peu fatigué, voit la scène à ce moment-là, l'objet cassé, peut-être un objet d'importance, et va être en colère après cet enfant et lui dire tu es vraiment maladroit, tu fais toujours n'importe quoi, tu n'es pas gentil. Voilà 3 belles programmations. Je suis maladroit, je fais n'importe quoi, je ne suis pas gentil. Si cet enfant, on n'a pas repris cette scène un peu violente au niveau psychologique avec lui, il va imprimer bien sûr ces 3 défauts qu'il va prendre pour lui, et il va se croire maladroit et pas gentil. Et voici une programmation de son mental qui va retourner sûrement dans l'inconscient et fonctionner à son insu pour toute la vie. Et fonctionner donc à l'âge adulte aussi dans les relations et aussi dans les relations amoureuses. Alors, je voulais quand même redire aussi que les fausses croyances, pour y retourner, sont toujours mêlés, en parlant de sentiments, donc le plus souvent à des sentiments de culpabilité, voire même de non-droit à la vie, non-droit à l'amour et non-droit à l'abondance. Ça va très très loin et tout ça s'imprime dans l'inconscient. Et ces fausses croyances provoquent des peurs. Nous revoilà avec ce qui provoque des peurs. Et ici, donc, certaines de ces croyances, comme ici les sentiments de culpabilité, de non-droit à la vie, non-droit à l'amour, non-droit à l'abondance, les 3 choses les plus importantes finalement pour nous, l'abondance dans le sens très large du terme, ces fausses croyances vont provoquer des peurs d'être en relation et parfois, même très souvent, de manière subtile. Dans l'inconscient, alors, si l'on ne va pas rechercher ce qu'il y a dans cet inconscient, ces fausses croyances, ces programmations mentales délétères, ces conditionnements, ces réflexes conditionnés et ces croyances limitantes, on fonctionne avec de manière involontaire, de manière mécanique, toute la vie. Et voilà pourquoi la vie se déroule bien souvent mal et les choses n'arrivent pas et l'abondance n'arrive pas et les relations ne se font pas parce qu'il y a tous ces mécanismes inconscients, programmés, conditionnés, faux, qui nous empêchent de nous épanouir complètement dans cette vie. Donc je voudrais juste redonner encore une dernière fois aussi la différence qu'il y a entre le conscient, le subconscient et l'inconscient, parce que c'est vrai que le conscient, l'inconscient, on y arrive à peu près, mais entre les deux, il y a aussi le subconscient. Pour commencer par le conscient, c'est donc dans sa définition l'état de veille par lequel nous percevons la réalité, ce que nous pouvons donc voir, sentir, toucher, celui donc, cette partie de la psyché qui nous permet d'agir par la volonté. Il y a aussi donc le système neuro-endocrinien qui y est relié, et il est aussi le siège des pensées, des réflexions
et des sentiments. Par contre, moi, je ne mettrai pas les émotions, donc 2 émotions seulement pour moi, la peur ou l'amour. Je laisserai les sentiments comme étant dans la partie consciente de la psyché. Les émotions, pour moi, sont ressenties dans le cœur et au travers du corps. Peur, amour. C'est du corporel et du physique pour moi. Et là, je diffère peut-être de beaucoup de positionnements sur cette question des émotions. Déjà d'une part parce que ce sont habituellement les sentiments qu'on appelle émotions, la rage, la colère, le contentement, la joie, la gratitude, tout ça ce sont pour moi des sentiments, mais bien souvent c'est englobé sous le terme émotion. Or pour moi, je le redis, il n'y a que 2 émotions, la peur et l'amour, tout le reste ce sont des sentiments, 22 groupes. Pour les classer un petit peu de manière complète, je vous en parlais dans d'autres vidéos. Voilà pour cette partie consciente avec cette partie donc pensée, réflexion, sentiment de la psyché. Pour aller tout de suite à l'inconscient, c'est tout ce qui n'est pas conscient, plus facile à définir. Donc il peut être comparé cet inconscient à la boîte noire de l'être humain qui comporte tout ce que nous sommes, toutes nos mémoires, tout ce dont nous ignorons de notre existence. Et notamment, on peut citer les fantasmes, nos tendances, nos croyances, les voilà donc dans l'inconscient. Donc je rajouterai nos conditionnements et nos programmations mentales, inconscientes. Tout ce qui nous fait agir sous le coup d'une émotion de peur avec un sentiment de colère ou d'injustice, par exemple, pour en donner une illustration. Voilà pour l'inconscient, c'est tout ce qui n'est pas conscient, tout ce à quoi on n'a pas accès de manière consciente. Mais tout ça, ça existe bien et comme une véritable boîte noire d'informations qui influence pourtant fortement, sûrement plus que notre conscient, tous nos comportements au quotidien, à chaque minute, à chaque instant. Il est donc bon d'aller rechercher, quand il y a des problématiques de vie, ce qu'il y a comme programmation inconsciente qui est en relation avec ces problématiques, qui cause ces problématiques. Il y a bien sûr diverses techniques là-dessus. On termine quand même avec le subconscient, donc qui se trouve entre les 2, conscient et inconscient, et qui est une partie de la conscience, puisque c'est encore un état de veille entre les 2, et qui constitue ce subconscient 90% du mental. Il est donc souvent oublié, et c'est ici, encore une fois, il y a aussi des données dans ce subconscient, comme il y en a dans l'inconscient, celles qui sont enfouies, celles auxquelles on n'a pas accès de manière consciente. Dans le subconscient, on peut aller déprogrammer et reprogrammer assez facilement. On a d'ailleurs à ce propos la programmation neurolinguistique qui porte bien son nom, la PNL, qui en est un exemple. Sur l'inconscient, tant que ces informations, ces données, ces mémoires ne sont pas ressorties et par des techniques bien spécifiques, ça reste, on ne peut rien aller toucher, aller défaire, aller retirer tant que l'on n'est pas allé chercher. Alors qu'au niveau du subconscient, on peut déprogrammer, reprogrammer. En conclusion, j'aime cette citation, donc c'est ce que nous pensons déjà connaître qui nous empêche souvent d'apprendre. En relation, je dirais, ce que l'on ne connaît pas nous empêche d'avancer. À la fois, on croit connaître notre cérébralité, notre psyché, notre mental, si peu, nous en connaissons finalement si peu, alors que nous pensons déjà connaître. Et en pensant connaître alors que nous ne connaissons pas, ça nous empêche d'apprendre comment fonctionnent les choses, d'apprendre comment nous fonctionnons, et notamment de manière très inconsciente, d'apprendre comment limiter les effets délétères de ce fonctionnement inconscient qui parfois nous joue des tours et nous empêche même de vivre une vie d'abondance et empêche des relations et des relations amoureuses. Si nous n'allons pas connaître tous ces fonctionnements, ça perdurera de cette manière et bon nombre de personnes, d'êtres humains, passent leur vie comme ça, de manière complètement robotisée, si j'ose dire, en subissant leurs fausses croyances, leurs programmations limitantes et leurs conditionnements, y compris donc aussi fausses croyances issues des croyances collectives. Connaissons-nous bien notre subconscient?
tout ce qui est programmé est notre inconscient? Bien sûr que non, avec tout ce qui est enfoui, tout ce qu'il serait bon à ressortir. Et je repars ici là sur le fonctionnement du runner dans notre dynamique de flamme jumelle, qui est le plus des deux à être dans son inconscient. Si il arrive donc à, ne serait-ce que toucher du doigt, d'aller chercher ces infos limitantes de son inconscient qui lui le font réagir de manière conditionnée et non plus de manière consciente avec son mental, en ayant conscientisé ce qui lui est propre, ce qui lui appartient, ce qui ne lui appartient pas. Dès qu'il réalise de nouveau cette conscientisation de ces mécanismes automatiques issus de son inconscient, issus de ses programmations, issus de ses croyances, issus de ses conditionnements, pas que le chaser n'en est pas encore aussi, mais il fonctionne de manière plus consciente. À ce niveau-là, il est donc moins sujet à subir son inconscient, même si tous les êtres humains subissent bien sûr la programmation des croyances collectives. Le travail est le travail de toute une vie pour retirer toutes ces fausses programmations, tous ces conditionnements d'enfance et toutes ces croyances aussi. Donc, quelle programmation ce runner, peut-être dans votre histoire à vous, il a? Sachant que vous pouvez les connaître, vous, chaser, et vous, runner, vous faites votre travail à un niveau personnel, mais pour les chasers qui ne sont pas en relation avec le runner parce qu'il y a séparation, en allant voir quelles sont vos programmations erronées dans votre subconscient et dans votre inconscient, vous aurez en tout cas en partie la correspondance chez l'autre, chez le runner. Peut-on déprogrammer? Oui, bien sûr, il y a beaucoup de méthodes, nous en parlions. Peut-on reprogrammer, programmation neurolinguistique et autres, encore d'autres méthodes? Peut-on avoir accès à ce qu'il y a dans l'inconscient? Bien sûr, encore oui. Il y a diverses méthodes, certaines plus efficaces que d'autres. Voilà ce que je voulais poser pour vous ici, réfléchir ensemble sur fausses croyances, conditionnement et programmation. Ça me paraît un point important, crucial même pour y arriver dans nos fonctionnements, dans notre dynamique, dans la résolution des séparations, dans notre développement personnel, l'un et l'autre, chacun de notre côté, dans notre relation avec notre jumeau. Qu'y y a-t-il dans cet inconscient à aller rechercher, à aller ressortir comme données, comme information, comme mémoire, et comment travailler dessus et comment apaiser et guérir tout cela quand ce sont des mécanismes limitants qui nous empêchent de vivre, qui en résultent. D'où viennent toutes ces informations enfouies dans l'inconscient et qui ne sont pas immédiatement accessibles à la conscience? C'est ce que je vais voir avec vous. D'où vient tout cela enfoui dans cet inconscient? Avec une deuxième vidéo donc, qui fonctionnera en correspondance, en résonance et en complément. Je vous retrouve pour cette seconde vidéo et d'autres sujets aussi en même temps. Je vous laisse réfléchir donc à toutes ces fausses croyances, ces programmations, ces conditionnements, peut-être déjà les regarder pour vous et vous aurez aussi des infos pour votre autre de manière sûre. C'est un gros travail, pas forcément facile, pas très amusant, mais on peut le faire avec beaucoup d'intérêt. Pour moi, c'est vraiment aussi une clé à ce niveau mental, sans oublier la correspondance physique, je la ferai toujours. La compréhension ne peut pas se faire qu'au niveau psychologique, en regardant comment fonctionne votre corps physique, comment sont engrammés les stress, les peurs, les réflexes conditionnés au sens de Pavlov, encore une fois, dans votre corps physique. Vous avez la compréhension de vos programmations mentales au niveau psychologique. À très bientôt pour la suite.